commencer. C'est certain qu'on aurait préféré être tous ensemble, réunis dans un même lieu, et puis on ait pu aussi recevoir nos amis transatlantiques aussi à Montréal, mais dû quand même encore au contexte et à la volonté aussi de pouvoir avoir tout le monde de façon assez, comment on pourrait dire, simple, on s'est dit, OK, on va encore aller sur Zoom, même si ce n'est pas notre premier choix. Donc, ça facilite évidemment aussi les communications. Ça nous permet, par exemple, d'avoir Christine aussi de Gaspésie qui est ici, donc Christine Arsenault. Donc, et puis aussi Québec, l'équipe en complet, et puis Mauricie, Sandy Québec aussi. Donc, voilà, on va débuter cette 5e journée de Parole en Co, même 6e journée de Parole en Co. C'est assez fascinant. Je voudrais vraiment souligner le chemin parcouru au cours de ces 6 dernières années. C'est assez fascinant. C'est donc une intuition du départ de se dire que vraiment en cancérologie, il serait vraiment exceptionnel de pouvoir introduire des personnes qui ont déjà vécu un épisode en lien avec le cancer dans les équipes cliniques pour vraiment favoriser à la fois le partenariat de soins, améliorer l'expérience des patients, mais aussi permettre aux professionnels de la santé d'avoir une meilleure vision de la façon dont est vécu tout le parcours de soins au sein des établissements. Et grâce aux instituts de recherche en santé du Canada, du ministère de la Santé et des Services sociaux, et aussi de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, qui est devenue depuis donc Excellence en santé Canada, nous avons eu la chance d'avoir un financement qui a permis de lancer ce beau programme de Parole en Co. Donc voilà, je voudrais vraiment rendre un très très grand hommage, bien sûr, en premier lieu aux patientes accompagnatrices là, qui ont fait un travail absolument remarquable et qui sont maintenant quand même nombreuses et nombreux au sein de la province, au travers des établissements qui travaillent avec nous. Et puis, j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil sur le fait qu'aujourd'hui, on clôture un premier cycle qui a été financé par les instituts de recherche en santé du Canada, mais on ouvre un nouveau cycle qui est financé par Oncopol, ce qui nous permet de passer de 4 établissements à quasiment 10 ou 11 établissements qui vont mettre en place Parole en Co. Donc, c'est vraiment une ouverture, là, c'est comme un entonnoir qui se réouvre sur beaucoup d'établissements pour vraiment mettre à l'échelle Parole en Co au Québec. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle nouvelle qu'on partage avec vous dès l'introduction de cette journée. Donc, vraiment, les patientes accompagnatrices qui ont fait un travail absolument remarquable au cours de ces dernières années, qui ont poussé un peu les limites du système. Ce n'est pas évident de rentrer dans un système très, on appelle ça des bureaucraties professionnelles, dans le jargon de la gestion, et c'est assez... on pourrait dire compact, là, comme les bureaucraties professionnelles. Donc, être capable de pouvoir faire des failles dedans pour rentrer, c'est pas toujours simple. Et donc, on va d'ailleurs revenir sur cette expérience au cours de la journée. Je voudrais évidemment rendre hommage à toutes les équipes cliniques qui ont vraiment accueilli les patients accompagnateurs au cours de ces dernières années et les gestionnaires qui ont vraiment favorisé cette introduction, ainsi que les directeurs d'établissement et toutes les directions qui sont en lien avec ces programmes cliniques et les directions qualité, qui ont aussi été vraiment en soutien très, très, très continu au cours de ces 4 dernières années et plus particulièrement ces 2 dernières années puisque, comme vous savez, vraiment le projet a décollé depuis 2 ans avec vraiment une explosion du nombre de personnes qui ont pu bénéficier de ces accompagnements. Je voudrais évidemment aussi remercier les chercheurs avec lesquels j'ai travaillé. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Mais vraiment, on a fait une très, très belle équipe au cours aussi de ces dernières années et avec une grande variété de provenance disciplinaire, ça nous a permis aussi d'avoir la possibilité de faire du recueil de données avec des angles très différents sur le projet. Donc ça lui permet aussi d'être très original sur le transfert de connaissances dans lequel on s'inscrit. Et puis, je voudrais vraiment remercier évidemment toute l'équipe de recherche avec laquelle j'ai travaillé au cours de ces derniers mois. C'est vraiment fascinant tout le travail qui a été réalisé. Puis je voudrais vraiment que tout le monde s'associe à moi là pour remercier en particulier Cécile Vialaron qui a vraiment fait un travail absolument fou de coordination toutes ces années, toujours avec son sourire, toujours calme, malgré quand même les tempêtes parfois qui n'étaient pas toujours évidentes.
qui a gardé l'unité de l'équipe constante, toujours avec un axe très, très déterminé. Donc, vraiment un immense merci. Et puis, bien sûr aussi, je voudrais remercier Louise Normandin, Monica Ilescunella, Karine Bouchard, Jessica Paquette et puis Cathy Bazinet, qui ont vraiment, avec qui j'ai passé des moments absolument extraordinaires au cours de ces dernières années là, pour mener ce projet. Puis vous voyez d'ailleurs que la stabilité de l'équipe le montre. Hein. On a eu tellement de plaisir à travailler ensemble que tout le monde est resté, tout le monde a commencé et tout le monde finit. Donc, c'est quand même un bon signe, comme quoi c'est un projet qui nous unit beaucoup et pour lequel on a eu énormément de plaisir à travailler. Donc, on a une journée quand même assez dense, mais parce que c'est le bilan finalement des IRC, donc des Instituts de recherche en santé du Canada par rapport à tout le recueil de données qu'on a fait. Et c'est un gros recueil de données. Donc, on ne va pas comme tout vous présenter, mais on va essayer en tous les cas de faire ressortir les points les plus saillants et les plus intéressants. On a une journée qui se départage donc en plusieurs morceaux, hein, comme vous l'avez reçu dans l'agenda. Donc, on va avoir la chance de pouvoir accueillir Dr Michel Deguise, donc, qui est présidente directrice générale de l'INES. Elle ne l'est plus par intérim. Là, il y a une petite faute. Là, ça, il faudrait l'enlever. Michel, depuis le départ et depuis maintenant de nombreuses années, est une grande promotrice de tout ce qui concerne le partenariat dans le système de santé au Québec et à l'international. Donc, elle a, en tant que cardiologue, elle l'a fait d'abord dans sa clinique, mais ensuite dans toutes ces grandes initiatives, en particulier au Centre hospitalier universitaire de Montréal et ensuite à l'INES. Elle a constamment donc vraiment fait en sorte que les pratiques s'orientent vers une meilleure intégration de l'expertise des patients, des usagers et des citoyens. Donc, avec Michel, dès le départ, donc, on a souhaité monter ce projet et ainsi que Mado Desforges. Donc, je vais leur laisser la parole dans quelques instants pour un peu qu'elles nous reviennent sur leur collaboration à ce projet et puis finalement, qu'est-ce qu'elles en tirent toutes les deux. Ensuite, on va avoir la chance de pouvoir revenir sur les expériences qui ont été menées dans les établissements. Donc, on va commencer par le CHU de Québec, ensuite le CIS de Gaspésie. Alors, le CIS de Gaspésie, ça a toujours eu une place un peu à part parce que, à la fois dans Parole Onco, mais aussi avec un financement qui avait été proposé par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et qui est plus axé sur ce qu'on a appelé le pont vers la maison, donc qui est vraiment la transition entre le moment où les traitements aigus se finissent et le retour à la maison. Donc, on va vraiment revenir plus particulièrement sur cette spécificité-là et pour laquelle on a beaucoup de choses à apprendre. On aura ensuite le CIUS de l'Est de Montréal, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. En fin de matinée, moi, je trouvais qu'après ces 4 années, il était important de revenir vraiment sur la place des patientes accompagnatrices comme, on va le mettre au féminin parce qu'on a plus de femmes que d'hommes qui sont patients accompagnateurs, de savoir un peu finalement comment ces patients accompagnateurs favorisent la dynamique avec l'équipe clinique. Donc, on va avoir la chance de revenir au travers de trois expériences, un retour sur les acquis qu'on a eus au cours de ces dernières années qui permettent vraiment de favoriser cette collaboration tripartite. Autour, évidemment, de l'amélioration des pratiques cliniques et de faire en sorte de mieux répondre aux besoins des patients. Ensuite, en début d'après-midi, là, c'est quand même une grosse partie qui est le retour sur les résultats. On ne compte plus le nombre d'articles qui vont partir de ce projet. Là, c'est assez hallucinant. Là, on est, je pense, au 12e ou je ne sais plus combien, là, mais il y en a 12 en préparation, donc au moins. Donc, on va faire un survol, en tous les cas, des grands résultats. Et puis, je trouvais que c'était important qu'on revienne un peu sur l'expérience de Marie-André Côté et de Mado Desforges, qui vraiment nous accompagnent toutes les deux en tant que patientes co-chercheurs sur ce projet maintenant depuis de nombreuses années. Et on voulait un peu revenir sur la belle dynamique que l'on a eue ensemble et pour quelles raisons c'est important de travailler très étroitement avec des patients co-chercheurs dans les projets. Donc, on va avoir la chance d'avoir Mathieu Jackson qui va animer cette table ronde.
Et puis ensuite, Cathy Bagnier et Cécile Vialaron vont nous faire un peu un retour sur les livrables en cours sur le projet. Il y en a beaucoup, donc on est très très fiers de ça. On est allé bien au-delà du projet de recherche. On fait vraiment des... C'est un projet de recherche-action. Et grâce à ça, eh bien, on a pu ouvrir beaucoup sur le transfert de connaissances pour la grande communauté au sens large, au niveau évidemment Québec, Canada, mais aussi international. Et finalement, eh bien, je vous en ai donné un premier aperçu, mais nous avons des suites dans Parole Onco, autant au niveau international qu'au niveau local, donc avec un financement qui continue. Et nous clôturerons la journée donc à 15 heures. Donc ça va être vraiment, je pense, une magnifique journée avec beaucoup d'apprentissage à partager. Ça se veut aussi un endroit où on peut intervenir à n'importe quel moment. Donc, Cécile va gérer les questions dans le chat, mais vous pouvez aussi lever votre main quand vous le souhaitez. On est content d'avoir comment s'appelle, les caméras plutôt ouvertes, là, comme ça, c'est plus sympathique pour que tout le monde se voit. Mais c'est sûr que si vous préférez la caméra fermée, il y a aucun problème. Mais c'est sûr que ça, c'est le côté un peu triste du côté Zoom, c'est qu'on ne voit pas forcément les visages, puis c'est quand même agréable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous revoir. Donc, ça serait chouette de pouvoir non seulement avoir votre nom, mais en plus votre sourire et vos yeux pétillants. Donc, je vais peut-être laisser tout de suite la parole à Michel, si tu veux bien, et puis ensuite Mado, et on commencera la journée un peu plus précisément sur les retours d'expérience. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien avec... Oui, très bien. Alors, c'est très bien. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Sincèrement, j'ai un peu ma carte chouchou, moi, pour cette journée-là, Parole Onco, puis je ne veux pas en manquer une seule occasion. Merci encore pour cette belle invitation. Quel beau projet. Quel projet structurant pour le Québec. Bien sûr, en oncologie, mais j'ose croire que ça inspirera aussi différents patients, partenaires, acteurs dans d'autres accompagnements en maladies chroniques, parce que je pense que vous êtes en train de paver la voie de ce qu'on appelle ajouter de la valeur au parcours de soins des patients. Puis, c'était bien de commencer en oncologie parce que ça a toute sa logique dans une situation aussi complexe et difficile. Mais il y en a d'autres aussi, des situations complexes pour certains patients. Puis, je pense que vous êtes extrêmement inspirants. Je ne parlerai pas très longtemps parce que vous avez un emploi du temps très chargé, mais je souhaitais revenir sur ce principe d'ajouter de la valeur au parcours de soins. Je faisais la petite analyse, vous savez que la valeur est au cœur de nos intérêts à l'INES et puis qu'on s'est donné toutes sortes de manières, de dimensions d'évaluer, puis pour pouvoir avoir un fidèle reflet de ce que peut être la valeur. Puis on réfère beaucoup à la triple finalité des systèmes de soins. Il y a la triple finalité qui a évolué vers la quadruple finalité, puis maintenant on parle de la quintuple finalité. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre, mais je me suis amusée à mettre dans les petites cases, voir comment vous répondiez à toutes ces ambitions-là d'ajouter de la valeur. Bien sûr, une meilleure expérience de soins pour les patients, ça semble tellement évident, il n'y a même pas de questions à poser en arrière de ça. C'est clair que ces accompagnements-là se traduisent pour les patients par un moment d'échange, de partage, d'apaisement, j'imagine, d'apaisement de l'anxiété que ça peut générer. Donc, j'ai le sentiment que ça, c'est gagner la meilleure expérience de soins pour les patients. Les meilleurs résultats de santé, bien ça, ce sera à suivre. J'imagine qu'il y aura des devis éventuellement de recherche, puis je reviendrai sur l'importance de continuer à faire de la recherche. Alors, je me réjouis, Marie-Pascale, de voir que les sous vont être au rendez-vous pour continuer ces initiatives-là de recherche. Le meilleur coût, moi, je pense qu'on ne se pose même pas de questions, c'est-à-dire que, vous savez, la triple finalité, on dit meilleure expérience de soins, meilleur résultat, meilleur coût. Ouais, ça, ce sont des initiatives qui sont tellement efficientes, on n'en doute pas une seconde. Peut-être que ça sera mesuré à un certain moment donné pour qu'on puisse vraiment ajouter des arguments à des processus de remboursement d'initiatives comme celle-là. Donc, être en mesure d'avoir une appréciation économique de ces belles initiatives. Maintenant, la quadruple finalité, on rajoute la meilleure expérience pour les soignants.
Et puis ça, j'ai eu la chance de parcourir les diapositives à l'avance, puis de lire certains articles qui ont été publiés ou qui sont sous presse. Puis on voit bien que ça s'inscrit là-dedans aussi. Donc, un patient qui arrive mieux préparé, en mesure de bien poser ses questions, ça risque aussi d'amener une meilleure expérience de soins pour le soignant, un meilleur lien en thérapeutique. Puis ça s'inscrit tout à fait là, dans cette dimension-là. Puis maintenant, je voulais rajouter le souci de l'équité. L'équité, c'est la 5e finalité. Je trouve ça extraordinaire qu'on rajoute le souci d'équité. Quand je regarde la façon dont c'est monté par Olonco dès le départ avec des équipes partout au Québec, souvent les soins spécialisés, mais c'est centré dans certaines villes ou certains CHU qui ont évidemment une expertise plus grande, mais le fait de pouvoir avoir ce type d'exercice-là à l'échelle d'un Québec dans différentes régions, puis j'espère que ça fera des petits éventuellement, bien, je trouve que ça, c'est une superbe démonstration en termes d'équité. Je sens aussi qu'on s'intéresse particulièrement aux patients ou aux gens qui sont les plus vulnérables, qui ont plus de besoins. Donc, quand je mettais ça dans la loupe de l'évaluation par critères, en tout cas, je trouvais que ce projet-là s'inscrivait totalement bien dans ce qui peut amener vraiment de la valeur dans une trajectoire de soins pour les patients. Puis, juste pour poursuivre, dans le deuxième élément que je voulais aborder avec vous, puis je voulais vous rendre un hommage aux patients-chercheurs, puis aux chercheurs non patients, qui sont patients d'une certaine manière, j'imagine, parce que ça prend beaucoup de patience pour être capable de mener à bout un tel projet, puis il faut rencontrer toutes sortes d'enjeux, puis de difficultés bureaucratiques, comme tu disais, puis technocratiques, c'est pire, je pense, la technocratie. Donc, l'importance d'enchasser ça dans des projets de recherche, de se donner les moyens d'être apprenant comme système, de bien comprendre les forces, les faiblesses, les enjeux à l'implantation, de bien comprendre les éléments qui sont des défis, comment les différentes personnes aux différents endroits ont pu relever ces défis-là, puis de faire du partage de connaissances, du transfert de connaissances, pour pas que chaque personne ait à recommencer ou à chaque milieu ait à reprendre au départ tous ces apprentissages tellement riches qui sont faits. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à harmoniser tout le temps les pratiques, mais on cherche à identifier les meilleures pratiques pour que chaque région puisse les adapter en fonction de leur réalité. C'est ça aussi l'équité, c'est de s'ajuster en fonction de nos clientèles, des patients. Donc, ce n'est pas l'égalité qu'on vise, c'est vraiment l'équité. C'est deux choses qui sont différentes. L'égalité, c'est bien, l'équité, c'est mieux, parce que ça permet vraiment de s'adapter à la différence, à la vulnérabilité différente des des gens, des patients, des équipes, en fonction des critères parfois géographiques, mais parfois aussi en lien avec la maladie elle-même. Fait que je salue cette initiative de continuer à faire de la recherche puis à être apprenant. Puis éventuellement, j'imagine, on ira jusqu'à avoir une idée de ce que ça donne aussi en termes de meilleurs résultats. J'ai envie de dire que c'est une innovation magnifique. Nous, à l'INES, on trouve qu'on a un beau rôle à jouer en intégration des innovations. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce caractère prometteur-là, c'est clair, il est présent. Mais les travaux que vous faites comme chercheur, que vous soyez patient ou chercheur professionnel, sont extrêmement importants pour s'assurer qu'on mesure bien cette pleine valeur puis qu'on puisse en faire la promotion plus largement puis amener des financements plus étendus. Fait que je voulais vous rendre un hommage. Je suis toujours aussi impressionnée du travail que vous faites. C'est fondamental. C'est ce qui amène une meilleure expérience de soins aux patients, aux soignés, meilleure efficience pour tout notre système de santé. Fait que merci beaucoup. Je ne vous prends pas plus de votre temps. Je ne pourrais pas vous accompagner toute la journée, malheureusement, parce que j'ai plein d'autres engagements, mais je suis avec vous, avec mon cœur, par exemple, aujourd'hui, puis je vous ai lu, puis j'ai hâte d'entendre parler de vous encore. Merci tellement, vraiment, Michel, là, parce que tu as été notre ange gardien quand même depuis le début. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une décideur de ce niveau avec justement une attention tellement proche des patients que tu as toujours eu, qui a été ton fil conducteur tout au long de ta carrière et tu y as cru depuis le départ, là, avec vraiment beaucoup d'engagement personnel, parce que comme on l'a dit, c'est quand même, ça demande beaucoup de, comment ça s'appelle, de persévérance dans un système parfois qui
qui effectivement s'auto-alimente, puis qui a un peu de mal à être à l'écoute de tous les besoins. Donc, c'est vraiment remarquable et vraiment un immense merci. Et je veux vraiment aussi remercier les instituts de recherche en santé du Canada qui, dès le départ, ont demandé qu'il y ait des décideurs qui soient aussi impliqués dans ce type de projet, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un lien très privilégié avec toi, avec l'INES, et puis plus globalement aussi avec le système de santé et le ministère de la Santé et des Services sociaux et son programme, évidemment, de lutte contre le cancer. Donc, vraiment un grand, grand, grand merci. Donc, on te souhaite en tout cas une belle, belle journée. Puis, de toute façon, on te fera un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Et il y aura aussi un enregistrement. Et donc, s'il y a des petits bouts que tu veux regarder, tu pourras revenir les écouter. Merci Merci beaucoup. encore. Bonne journée à tous. Merci, à très vite. Merci, Michel. Je vais rester pour Mado quand même. Oui, c'est ça. Donc, Merci. Mado, on serait contente de t'entendre. Michel, merci. Ça, c'est une belle introduction. Alors, écoutez, ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour la 6e fois. J'ai toujours autant d'émotions à faire ça parce que je suis une patiente, oui, une patiente chercheur, mais une patiente quand même, donc pas nécessairement familière, beaucoup avec tout le réseau, mais plus de jour en jour. Alors, donc, je suis depuis le début du projet avec Marie-Pascale et avec l'équipe tellement dynamique. J'ai un texte parce que dans le fond, pour ma sécurité, mais aussi parce que quand je commence, des fois, je me perds ou je parle trop longtemps. Alors, je vais m'en tenir à mon texte. Je vais parler au féminin parce que c'est des femmes qui ont été là. Donc, et quand je vais dire PA, ça veut dire patiente accompagnatrice. Alors, voilà. Dans ma présentation, alors je vais vous parler avec ma vision, puis avec ma paire de lunettes. Moi, j'aime ça, l'expression de la paire de lunettes. Si on change de lunettes, des fois, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Alors, voilà. Alors, j'ai 3 parties dans ma présentation. Un rappel de ce qui s'est passé. Rêver, la deuxième chose, rêver des conditions de survie de ce magnifique mais audacieux projet. Et un mot de bienvenue aux personnes venant de d'autres établissements intéressés à démarrer cela dans leur propre milieu. Alors, d'abord, le rappel. Ça va être des souvenirs pour certains, puis une nouveauté pour d'autres, peut-être. Alors, le 25 septembre 2017, on vivait beaucoup d'émotions et de fébrilité à l'idée d'accoucher de ce projet qui était déjà dans la tête et dans le cœur de plusieurs patientes de différents établissements. Le thème du projet, patient accompagnateur intégré dans l'équipe de soins et de services, rien de moins. De 2017 à 2019, on a réalisé qu'il ne suffisait pas de rêver pour accoucher de paroles en pot. Les établissements de santé sont de gros organismes avec de grosses structures. Bref, on a été comme l'éléphante qui a une gestation d'environ 2 ans. Cliquer des doigts n'était pas suffisant pour commencer à faire des accompagnements. On a mis beaucoup de temps à réfléchir, à faire des lectures, à élaborer des questionnaires, à faire des affiches. Et pendant ce temps-là, on a perdu des patientes accompagnatrices qui étaient déjà prêtes à démarrer les accompagnements et non pas à assister à des réunions administratives. Travailler en co-construction avec des patientes accompagnatrices, c'est notamment adapter nos heures de rencontre à leur réalité, c'est aussi être pratico-pratique, à être centré sur l'action. À notre 3e rencontre annuelle en 2019, on a dit « lançons-nous dans l'action ». Faisons-le avec les personnes de l'établissement, rémunérées et non rémunérées, c'était ma façon de nommer les patientes aussi, qui croient en ce projet. Tantôt un radio-oncologue, tantôt une patiente partenaire, tantôt un organisme interne comme Croire ou Virage, j'ai vu que Lise était là, tantôt une professionnelle, tantôt une gestionnaire. Et puis, quelques mois plus tard, il y a eu la COVID. On n'aurait jamais pensé qu'une pandémie pouvait être positive pour quelque chose, mais oui. Le réel démarrage concret s'est fait à ce moment-là. Les patientes n'ayant plus accès à l'hôpital, sauf pour les traitements, le besoin d'accompagnement devenait criant et les patientes accompagnées durant cette période nous l'ont dit de toutes sortes de façons. Boucard Diouf disait « L'humain est le meilleur remède pour son prochain ». C'est vraiment ça qu'on a réalisé.
on venait de faire un constat important. Il faut avoir une approche non seulement descendante, c'est sûr qu'il faut que la direction soit d'accord et tout, mais aussi une approche ascendante, partir avec les gens qui ont le goût de faire ce projet-là. Alors, la tête sans la base n'accouche de rien et la base sans la tête est sans moyens. Les accompagnements ont commencé et avec cela, des outils concrets ont été élaborés par l'équipe de recherche pour en faciliter la réalisation. Les établissements ont élaboré une formation pour les patientes accompagnatrices ayant pour objectif de les habiliter dans leur rôle, mais aussi, disons-le, pour rassurer l'équipe médicale et l'équipe de soins et de services sur les compétences expérientielles d'intervention des patients accompagnateurs ou patientes accompagnatrices. Parce que ça aussi, on se disait, vraiment, ils n'ont pas de formation. Alors, ça, c'est une belle réflexion à avoir. Des rencontres régulières en Zoom ont permis à celles-ci, au PA, d'échanger sur leur pratique et d'avoir de courts perfectionnements reliés à leurs interventions. Dans cette même foulée, le caractère novateur de l'ajout de PA qui interviennent auprès de personnes en traitement a mis en évidence le besoin de réfléchir sur les enjeux éthiques et juridiques de ces interventions. On va en reparler aujourd'hui, mais je ne pouvais pas passer à côté. Cette réflexion a donné lieu aux documents élaborés par les spécialistes en la matière, et je les nomme, Léa Boutrouille, Isabelle Ganache et Catherine Régis, et le document s'appelle « Considérations juridiques et éthiques » de la participation des patients accompagnateurs dans les établissements de santé et services sociaux au Québec. Il a alors été question de la protection des patients accompagnés, des patients accompagnateurs et des établissements qui les mettent en contact. Cette année 2019-2020 a été fructueuse et riche en réalisations. La 4e rencontre annuelle à l'automne 2020, nous avons réfléchi au mandat initial. La patiente accompagnatrice, une personne intégrée dans l'équipe de soins et de services. Pour réussir une telle intégration, il faut changer de paradigme. Et comme les personnes et les organisations sont naturellement résistantes au changement, c'est probablement la dimension de Parole en cours la moins achevée, celle où il y a encore du travail à faire, je dirais, avec ma paire de lunettes, évidemment. Il faut rêver. Le rêve est un puissant moteur pour agir, mais on sait que nos rêves ne se réalisent pas toujours comme on le voudrait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut reconnaître les compétences expérientielles des PA et accepter que leur intervention est unique et complémentaire à celle des professionnels. L'union fait la force. Il faut également travailler en co-construction et c'est beaucoup plus difficile de penser les choses ensemble que de les présenter pour approbation. Il faut tellement vouloir travailler avec les PA qu'on est prêt à modifier notre façon d'agir pour leur faire une place, par exemple, adapter les horaires de réunion. Quand il y a une réunion à 8 heures, que des patientes qui ont été en traitement il n'y a pas longtemps, les faire venir à l'hôpital, parce qu'avant, en Zoom, c'est différent, mais quand même, il faut penser à ça. Adapter le contenu des réunions pour être pratico-pratique, pour qu'elles puissent comprendre et prendre le pas qu'on est habitué d'avoir. Il faut les informer par courriel. C'est déjà arrivé à une rencontre qu'une patiente accompagnatrice, qui est une enseignante, elle est d'ailleurs ici aujourd'hui, avait pris une journée de congé pour assister à une réunion de Parole en cours. Et la réunion avait été annulée, mais on ne l'avait pas informée. Il faut avoir de l'attention pour ces gens, pour les patientes accompagnatrices qui ne sont pas dans l'établissement. Les autres, ça se voit dans les corridors, on se transmet de l'information dans les corridors, mais quand on est à l'extérieur, on n'est pas au courant de ça. Il y avait d'ailleurs une gestionnaire à l'époque qui disait, moi, quand j'arrive à mon bureau le soir, je peux avoir 50, 75 messages, mais je regarde, puis si j'ai le message d'un patient ou d'une patiente accompagnatrice, c'est à eux que je vais répondre en premier parce que je ne les croiserai pas dans le corridor. Quelle belle attention elle avait pour nous.
Bon, j'ai sorti de mon texte, je reviens. L'année dernière, en 2021, c'est le retour à la source, les patientes au cœur du projet. Il ne faut jamais perdre de vue la personne touchée par le cancer, la personne dans toutes ses dimensions. Les traitements sont essentiels à la guérison ou au prolongement de la vie, des fois c'est ça, mais nous ne sommes pas le cancer et c'est cela qui rend l'accompagnement si important. Considérer la personne dans toutes ses dimensions, dans son projet de vie unique, l'aider à devenir partenaire de ses soins. Vous savez, il y a des patientes qui ont été accompagnées qui sont aujourd'hui des patientes accompagnatrices. Je ne dis pas que c'est l'objectif final, mais c'est très intéressant de voir ça aussi. Bon, aider la personne et lui témoigner qu'il y a de la vie, même dans la période de traitement. Et la patiente accompagnatrice est la personne idéale pour le faire. Elle a l'expérience de la vie avec la maladie. Alors voilà pour le rappel de ce qui s'est passé. Ma deuxième partie, rêver des conditions de survie de ce magnifique mais audacieux projet. La suite des choses appartient à chaque établissement. Chez les éléphants, j'ai lu ça parce que mon thème c'est l'éléphant, l'éléphante. Chez les éléphants, une femelle met bas un petit uniquement aux 4 ans. J'ai trouvé ça tellement fascinant. On devait avoir 4 ans pour le projet, finalement, on a eu 5, mais bon. Alors donc, ça veut dire qu'on considère que la femelle éléphant, elle pense que son petit est viable après 4 ans, n'est-ce pas? Alors, sous le respirateur non artificiel de l'équipe de recherche, nous terminons ces 4 années de développement. La recherche aura permis de découvrir le bienfait de l'accompagnement pour les patients et peut-être aussi d'entrevoir un plus pour l'équipe de soins et de services. Il est maintenant temps de voler de nos propres ailes pour quitter le projet et offrir un nouveau service d'accompagnement. On n'est plus un projet, on devient un service à offrir aux patients en traitement. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais comme l'adolescent qui devient adulte, il faut apprendre à être responsable de nos choix. Tous les PA pourraient vous raconter ce que l'on vit dans les accompagnements et combien on peut souvent faire la différence dans un parcours patient. On pourra aussi être des modèles pour d'autres établissements qui arrivent dans ce passionnant projet. Peut-être aurons-nous l'occasion de leur parler de ce qui a bien fonctionné. On peut espérer que les difficultés résolues faciliteront leur accouchement naturel de leur projet. Alors maintenant, pour la bienvenue aux établissements, aux nouvelles personnes, parce qu'on est des personnes, on n'est pas des établissements, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite donc la bienvenue. Je vais commencer par un souhait pour vous. Acceptez de regarder ce qui s'est fait ailleurs et ensuite, inspirez-vous-en pour adapter cela à votre réalité. L'expérience, vous savez, des fois, on en a. Bon, je vais continuer mon texte, ça va être plus simple. Fernand Dansereau, que peut-être vous connaissez, qui est un cinéaste extraordinaire, écrivait dans un scénario, « Ma mère avait coutume de dire « L'expérience, c'est comme un cure-dent. Personne ne veut s'en servir après moi. Pourquoi veut-on toujours réinventer le bouton à 4 trous? » Donc, c'est peut-être intéressant de prendre l'expérience d'avant puis faire notre projet en tenant compte de ça. Je veux aussi rêver pour vous, les nouveaux qui arrivez. J'espère que vous amorcerez ce projet avec beaucoup de passion et d'amour pour les personnes qui en profiteront. Puis les personnes qui en profiteront, ce n'est pas seulement les patients en traitement, c'est aussi les patients accompagnateurs qui vont se joindre à vous. J'espère que vous aurez foi dans les personnes accompagnatrices. C'est incroyable le bienfait que leur intervention procure aux personnes en traitement. J'espère que vous aurez l'audace, envers et contre tous, de les intégrer dans vos équipes de soins et de services. Car vous réaliserez qu'ils sont tellement complémentaires à toute l'équipe que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Finalement, ne perdez pas de vue la personne que vous êtes.
Soyez d'abord une personne et non une fonction. Qui ajoute une personne, une patiente accompagnatrice, pour accompagner une personne, un patient. Ne vous inquiétez pas, vos responsabilités, votre raison, vos fonctions prendront assez vite le dessus. Je trouve que dans la vie, si on est d'abord une personne et non pas un chercheur, un gestionnaire, un professionnel, on n'a pas toujours la même paire de lunettes envers la personne qui est devant nous. J'achève. Alors, comme je conclus en fait, comme patiente accompagnatrice, j'oserais dire, au nom de toutes les patientes accompagnatrices de cette recherche, je me réjouis de votre engagement dans ce passionnant projet qui, au-delà des difficultés, procure un si grand bien-être aux patients et patientes. Merci beaucoup et belle journée. Un immense merci, hein, Mado, d'avoir repris toute la gestation éléphantesque de notre projet, là, qui n'a quand même pas été toujours simple à mettre en pratique. Donc, vraiment, puis tu l'as fait avec beaucoup d'humilité et puis aussi des beaux clins d'œil humoristiques. Donc, vraiment, un grand merci. On va laisser partir Michel là, vers d'autres horizons. Encore merci, hein, d'avoir été parmi nous. Et on va continuer donc avec la présentation des différents sites. J'en profite avant qu'on ne fasse la présentation de vous rappeler qui sont les co-chercheurs de ce projet, parce que je veux vraiment les remercier infiniment pour tout ce soutien. Donc, on a des cliniciens chercheurs tels que Daniel Charpentier, Israël Fortin, Michel-Alain Danino, Antoine Boivin, qui j'ai oublié là. Et puis ensuite, on a vraiment des personnes en santé mentale comme Jean-François Pelletier, en sciences infirmiers, Mélanie Lavoie-Tremblay, on a Catherine Régis du côté du droit, on a Isabelle Ganache donc, qui est du côté éthique et qui travaille aussi à l'INES. On a des chercheurs en psychologie avec Ziv, Linda et Michel. Et puis, on a des spécialistes en pédagogie avec Nicolas Fernandez et finalement avec Sacha, un spécialiste dans le domaine à la fois de la gestion et des changements identitaires. Donc, vous voyez vraiment qu'on avait une équipe assez remarquable pour mener ce projet au cours de ces dernières années. Voilà la petite équipe, vous la connaissez peut-être pas tous, mais je voulais quand même que vous voyiez leur visage, donc je les ai remerciés chaleureusement tout à l'heure et vraiment c'est ça, le projet a pu se faire grâce à tout l'engagement qui a été sans relâche présent au cours de ces 5 dernières années. Un grand merci. Alors voilà, donc un petit bilan, 33 patientes accompagnateurs, accompagnatrices actuellement avec des sites tumoraux comme le sein, prédisposition génétique, thyroïde, col de l'utérus, lymphome, ORL. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur sein et prédisposition génétique, mais vous verrez qu'il y a quand même d'autres cancers, comme par exemple en Gaspésie, qui ont été couverts. Et voilà les noms des patientes et patients qui ont travaillé avec nous, plus particulièrement dans le projet IRSC.